Les conséquences de la Première Guerre mondiale, épisode 1. Comment la Première Guerre mondiale bouleverse-t-elle en profondeur les sociétés européennes? Après avoir planté le décor spatio-temporel avec une carte puis une frise chronologique, nous entrerons dans la séquence à travers une œuvre d'histoire des arts. Puis nous découvrirons ensemble 4 dossiers qui déboucheront sur 4 leçons. Une sur le traité de Versailles, une sur les révolutions russes de l'année 1917 et 2 leçons sur la vague révolutionnaire qui s'abat, qui déferle sur le continent européen, mais également sur son reflux, son écrasement au cours des années 1918-1923. Dans un premier temps, donc, nous allons étudier à travers une carte les conséquences géopolitiques de la Première Guerre mondiale à l'échelle du continent européen, et nous allons nous demander plus concrètement quelles sont les conséquences de la guerre et des traités de paix pour le continent européen au début des années 1920. Vous avez sous les yeux une carte du continent européen. À la fin des années 1919-1920, au début de l'année 1921 même, et qui nous présente donc l'Europe née de l'après-guerre. Et ce qu'il faut retenir, l'idée générale, c'est que l'Europe a été profondément bouleversée par la Grande Guerre, parce que la carte a été profondément remaniée, redécoupée, redessinée, selon que les États belligérants, ceux qui ont participé à la guerre, ont été vainqueurs ou vaincus. Donc on voit apparaître les États vainqueurs, ceux qui sont en vert. Certains, on le verra dans le détail, sont bien davantage vainqueurs que les autres. Certains pays ont profité de la victoire pour s'agrandir, plus ou moins de manière importante. D'autres en ont moins profité. Il y a surtout les États vaincus, donc les empires centraux de 1914-18, sauf que si vous regardez bien sur la carte, les empires centraux ont disparu. L'empire allemand n'existe plus. L'empire d'Autriche-Hongrie non plus. Il existe bien aujourd'hui une Allemagne, enfin aujourd'hui en 1920 il existe bien une Allemagne, mais ça n'est plus l'empire allemand. Quant à l'empire d'Autriche-Hongrie, il a disparu pour laisser la place à 2 États séparés et qui ne sont plus que l'ombre de ce que fut l'empire austro-hongrois, l'Autriche à l'ouest, la Hongrie à l'est. Sans parler de l'empire ottoman qui lui aussi a disparu, remplacé par la jeune République de Turquie. Et si on ajoute à cela le fait que l'Empire russe a lui aussi disparu, pour laisser la place à une Russie soviétique qui deviendra l'Union des républiques soviétiques, socialistes soviétiques, URSS, le 31 décembre 1922, eh bien, c'est clair que les grands empires, tous vaincus, ont tous disparu. Ce qui explique aussi que sur leurs dépouilles, sur les décombres de ces empires disparus, vaincus, apparaissent de nouveaux pays qui n'existaient pas avant-guerre et qui sont de cette couleur un peu improbable là entre le bleu, entre le bleu-vert là, une guirlande de pays du nord au sud, Finlande, les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, tous des pays qui n'existaient pas avant-guerre et qui ont profité entre guillemets de la guerre pour apparaître.
Donc l'Europe s'est beaucoup fragmentée, l'Europe s'est beaucoup recomposée. Et pour autant, la paix n'est pas garantie. Et du reste, 20 ans à peine après, eh bien, les mêmes États se referont à nouveau la guerre et on replongera dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on va partir de ce fond de carte que vous devez avoir sous les yeux. Donc, sortez vos crayons de couleur si ce n'est pas encore fait, parce que ce fond de carte, on va le compléter ensemble au cours de la séance. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait apparaître d'un coup toutes les légendes, les 3 légendes, et c'est une carte qui n'est pas très compliquée, mais qui va être riche. Donc sans être compliquée, elle va quand même être relativement complexe. Donc il va falloir faire un travail soigné. Pour faciliter votre travail, je vais séquencer la carte, je vais faire apparaître les différentes rubriques des 3 légendes les unes après les autres. Mais du coup, afin que l'apprentissage soit plus harmonieux, plus efficace, afin que la carte soit plus lisible, plus facile, plus agréable à apprendre, puisque au bout du bout il faudra l'apprendre, eh bien voilà, je vous suggère de laisser les différents figurés en blanc jusqu'à ce que le moment soit venu de les colorier. Alors, l'Empire russe de 1914 a disparu, c'est un fait. Et comme vous pouvez le voir, si vous rajoutez ces gros poids gris à la fois dans la légende et sur la carte, eh bien, ce qui reste de l'Empire russe de 1914 en Europe a éclaté entre la Russie soviétique, la future URSS, mais aussi a éclaté à travers de nouveaux pays qui n'existaient pas donc avant 1914, qui sont tous situés à l'ouest du territoire russe: la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, mais aussi la Pologne. La Pologne ayant profité particulièrement des difficultés des Russes pour arracher une indépendance à laquelle elle rêvait depuis la fin de la domination napoléonienne sur l'Europe, c'est-à-dire depuis 1815, un siècle plus tôt, quoi. Ajoutons à cela des figurés un peu plus petits, toujours des pointillés, cette fois-ci noirs, qui nous permettent de retracer les frontières, les contours de l'ancien empire austro-hongrois, qui lui aussi n'a pas survécu à la défaite de 1918. Et là, on se rend compte que là où se trouvait un seul et même empire, eh bien, on trouve maintenant une demi-douzaine de pays issus de l'éclatement de l'empire austro-hongrois. Donc je vous les nomme d'ouest en est, l'Autriche bien sûr, mais aussi la Tchécoslovaquie, mais aussi la Hongrie et la Yougoslavie. Quant à la Roumanie, eh bien, elle a mordu sur l'ancien empire austro-hongrois et a donc fortement augmenté son territoire à l'ouest en prélevant sur l'ancien empire austro-hongrois. Pour finir, l'ancien empire allemand, l'ancien Reich, qui lui aussi a disparu, et c'est une Allemagne éclatée, coupée en deux, puisque coincée entre la Baltique, la Pologne et la Lituanie, on aperçoit un petit morceau d'Allemagne, c'est la Prusse orientale, qui est séparée du reste du pays par un corridor, dont je reparlerai tout à l'heure, donné à la Pologne, qui permet à la Pologne d'avoir un accès à la mer Baltique et qui a pour effet de couper l'Allemagne en deux. Une Allemagne rétrécie, puisque l'Allemagne a perdu de nombreux territoires à l'est qui ont été donnés à la Pologne,
c'est ce que montre la carte, mais aussi au sud, sud-est, puisqu'une partie du territoire allemand a été donnée à la nouvelle Tchécoslovaquie, et l'Allemagne a aussi abandonné à la France, ce qui constituait un début de guerre de la France, l'Alsace-Lorraine. Voilà, les départements sont redevenus français. Donc c'est une Allemagne amputée, mutilée et disloquée qui apparaît sur la carte. Alors il est temps d'ajouter un peu de couleur quand même à notre carte. On ne va pas la laisser en noir et blanc en permanence. Donc en jaune, bon, pourquoi pas en jaune, les États qui n'existaient pas en 1914 et qui ont donc profité des circonstances et de la guerre pour apparaître. Donc je les ai tous cités tout à l'heure, de la Finlande au nord à l'Estonie, Lettonie, Lituanie, les trois pays baltes, parce qu'ils sont frontaliers de la Baltique, ancien territoire russe devenu indépendant, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, et j'en oubliais un qui a aussi profité de la guerre pour prendre ses distances avec le Royaume-Uni. Eh ben, c'est la toute jeune République d'Irlande, Irlande du Sud, comme on l'appelle aussi parfois, l'EIRE, E-I-R-E, comme on l'appelle également aujourd'hui. Faisons apparaître en vert les États vainqueurs, et comme je l'ai signalé tout à l'heure, on peut subdiviser les États vainqueurs en deux catégories. C'est-à-dire les États qui se sont entre guillemets contentés de gagner la guerre, d'être dans le camp des vainqueurs, la Grèce, le Royaume-Uni, le Portugal, dont on aperçoit un tout petit bout colorié à la gauche de la carte, à l'ouest, et puis les États également vainqueurs, mais qui, eux, en plus, ont obtenu des gains de territoire importants. C'est-à-dire, enfin importants, plus ou moins importants. C'est-à-dire la Belgique, à qui on a confié 3 petits cantons retirés à l'Allemagne pour punir l'Allemagne d'avoir violé la neutralité belge et d'avoir attaqué la Belgique en août 1914. Bon, ça c'est un peu anecdotique. L'Italie, à qui les Alliés ont donné une partie des territoires que l'Italie réclamait et que ces territoires ont été pris évidemment sur les Austro-Hongrois dans la région de Venise, mais aussi et surtout la Roumanie. Alors là, dans le cas de la Roumanie, c'est assez spectaculaire parce que ce pays a pratiquement multiplié sa superficie par 2 grâce au fait que la Roumanie a fait partie du camp des vainqueurs. Et j'ai gardé pour le cas, pour finir, le cas de la France, qui fait partie des vainqueurs, mais aussi avec gain de territoire, puisque comme je le signalais tout à l'heure, la France a obtenu de retrouver l'Alsace et la Lorraine. Et sur la carte postale de gauche, carte postale patriotique, on aperçoit le père, la victoire, comme on surnomme Georges Clemenceau, le président du Conseil, le chef du gouvernement français lors des moments difficiles, c'est-à-dire 1917 et 1918, quand la France était au bord du gouffre, très près de perdre la guerre. Et ce Georges Clemenceau est récompensé de sa force de caractère, de son courage politique, par le retour des 2 provinces perdues, c'est-à-dire en costume folklorique à gauche l'Alsacienne,
avec son chapeau qui ressemble à une sorte de nœud papillon. Et puis sur la droite, avec son bonnet de dentelle, la Lorraine. Et on voit que les deux portent une cocarde tricolore à leur coiffure, parce que l'Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises. Et de fait, d'ailleurs, la France n'a pas attendu la signature du traité de Versailles en juin 1919. La France a récupéré l'Alsace-Lorraine dès le 11 novembre 1918. Les troupes françaises rentrent dans ces territoires qui sont en cours d'évacuation par l'Allemagne. La France, de toute façon, ne veut pas envisager que le futur traité de paix ne lui accorde pas l'Alsace et la Lorraine. Donc elle se sert directement. Et alors bien sûr, après avoir colorié les pays vainqueurs et les nouveaux pays, qui sont parfois des pays vaincus d'ailleurs, hein, à l'image de la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, il est temps de passer aux États vaincus. Et là, les États vaincus, sans surprise, on retrouvera l'Allemagne, on retrouvera l'Autriche, la Bulgarie, la Turquie, et ce qui reste de l'Empire russe de 1914. Encore une fois, tous les empires ont disparu. Et les États qui sont issus des décombres des empires disparus de 1918 sont tous des États vaincus, à mettre en rouge. Et parmi les États vaincus, ils ont en commun d'avoir tous perdu des territoires. Passons maintenant à un autre aspect de la recomposition géopolitique de l'Europe et du monde dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Le président Wilson avait proclamé, lors de l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne et les empires centraux, avait proclamé comme but de guerre en particulier la liberté des mers, mais aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et parce qu'il était pacifiste et qu'il voulait d'une certaine manière déclarer la guerre à la guerre et faire en sorte que la guerre mondiale de 1914-1918 soit la toute dernière de l'histoire de l'humanité, le président Wilson propose de fonder une League of Nations, une société des nations, dont le but sera d'empêcher à tout jamais le recours à une guerre. Et cette société des nations, tel sera son nom français, va être fondée, instaurée en Suisse. À Genève, sur les bords du lac Léman. Et le choix de la Suisse est très symbolique, hein, c'est ce pays qui n'a plus jamais fait la guerre à qui que ce soit, qui n'a plus jamais cherché à envahir qui que ce soit depuis 1515, et qui est le symbole même de la neutralité et donc d'une certaine manière de la paix en Europe et dans le monde. Et cette Société des Nations, fondée donc en Suisse en 1920, va avoir dès ses origines à gérer un certain nombre de territoires qui vont être retirés à leur pays d'origine pour être placés sous mandat de la Société des Nations. Ces territoires sont des territoires frontaliers, essentiellement,
et qui pose donc des problèmes de frontières et de nationalité. Ainsi, par exemple, la Sarre, territoire allemand, mais qui va être retiré à l'Allemagne sans être toutefois donné à la France. Un territoire dont le charbon sera donné à la France pour compenser les destructions de mines de charbon occasionnées à la France par l'Allemagne à la fin de la guerre. Et donc la Sarre devient un territoire qui n'est pas tout à fait français, mais qui n'est plus tout à fait allemand. Même chose pour le corridor de Danzig, la ville de Danzig en particulier, ancienne ville allemande, mais qui n'est pas non plus totalement considérée comme polonaise et qui est gérée par la Société des Nations. Même chose pour la ville de Memel, plus au nord, à la frontière entre la Lituanie et l'Allemagne. Donc là, on a affaire à des territoires qui font l'objet de contestations et qui sont gérés par la Société des Nations. Et je n'oublierai pas non plus la ville de Fiume, qui est à la fois revendiquée par les Italiens et par les Yougoslaves, et qui est confiée, là encore pour cette raison, à la Société des Nations, pour éviter des conflits. Parce que des conflits, il y en a eu. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays ont, d'une certaine manière, joué les prolongations, ont continué des guerres après la fin de la Grande Guerre de 1914-1918. Alors, parmi ces conflits, enfin, il y en a deux majeurs. Il y a la guerre entre la Pologne et la Russie, les Polonais profitant de l'écroulement de l'Empire russe et des difficultés de la Russie soviétique, de la Russie bolchevique, de la Russie de Lénine, pour essayer de conquérir un maximum de territoire à l'Est. Et il y a aussi la guerre entre la Grèce et la Turquie. Les Grecs voulant profiter de l'effondrement de l'Empire ottoman pour essayer de chasser définitivement les Turcs d'Europe. Mais cette guerre gréco-turque va se retourner contre les Grecs, puisqu'à l'arrivée, ce sont les Turcs qui vont gagner et qui vont même repousser encore un tout petit peu plus les frontières de la Grèce. Et puis, surtout dans ce contexte très difficile d'effondrement de l'Empire russe, va apparaître une nouvelle donnée qui va perturber et la Russie et l'Europe. C'est la révolution d'octobre 1917, celle menée par Vladimir Ilitch Ulyanov, autrement dit Lénine, à la tête de ses partisans bolcheviques, tout ça on va le voir au cours de la séquence, et qui va donc véritablement profondément modifier l'Europe de l'après-guerre. Et donc c'est la faucille et le marteau qui symbolisent la révolution bolchevique, celle de Lénine, d'octobre 1917, à dessiner dans la légende. Conséquence du profond bouleversement provoqué par la révolution bolchevique de Lénine d'octobre 1917, eh bien, la plongée de la Russie, ce qu'il en reste, dans une violente guerre civile entre 1918 et 1922. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Polonais se disent qu'il faut en profiter. Les Russes étant en train de s'entretuer, la Russie est affaiblie. Donc une guerre civile russe entre la fin de 1917, début 1918, jusqu'à la fin 1921, début 1922. Et ça n'en est pas fini en ce qui concerne les bouleversements provoqués par la révolution bolchevique en Europe. Parce que la révolution bolchevique de Lénine en 1917, en octobre 1917 en Russie, va faire des émules,
va être répliqué. On va assister à des copier-coller en Europe. Deux révolutions éclatent effectivement en Hongrie, mais aussi en Allemagne. Ce sont les petites bombes que j'ai dessinées, prêtes à exploser, que j'ai dessinées sur la carte, et qui vont donner lieu à là encore, des violences, des guerres civiles, ni plus ni moins, dans ces deux pays. Et que ce soit en Hongrie ou que ce soit en Allemagne, mais aussi dans les autres pays européens où des troubles vont apparaître, la répression va être terrible et la déferlante révolutionnaire, le tsunami révolutionnaire, va retomber comme un soufflet et la vague révolutionnaire va, après le flux, ça va être le moment du reflux, c'est-à-dire que la vague va se retirer sans avoir réussi à implanter la révolution bolchevique en Europe. Plus concrètement, donc, on va assister à l'écrasement de la révolution hongroise en août 1919. Elle aura survécu quelques mois de plus que la révolution bolchevique, spartakiste aussi comme on dit, en Allemagne, qui sera écrasée, elle, dès janvier 1919, à travers ce qu'on appellera la semaine sanglante de Berlin. On y reviendra le moment venu. Enfin, en Italie, les chemises noires, dont on aura l'occasion également de reparler, les chemises noires de Benito Mussolini vont écraser toute tentative de révolution, là encore, bolchevique, et mettre en place la dictature de Benito Mussolini. C'est le dernier petit logo, le dernier petit figuré à mettre sur la carte. Donc voilà, à l'arrivée, ça nous fait une carte très riche, très complexe, qui annonce une séquence elle-même riche et complexe.